Salut, c'est Jordan Ozébrier et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo podcast mais pour une interview et pas n'importe quelle interview. Merci Philippe de m'avoir accueilli chez vous dans votre cuisine. Dans ma cuisine, absolument. Ouais. Bonjour Jordan, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ce qui m'intéressait moi c'était principalement d'avoir votre ressenti, d'avoir votre point de vue sur l'entrepreneuriat et notamment sur les tendances dans l'entrepreneuriat en ce moment. Donc je voulais commencer cette interview en vous posant la première question. Quel est votre ressenti justement par rapport aux tendances de l'entrepreneuriat actuellement ? Alors, je ne sais pas s'il faut dire les tendances ou la tendance. Je crois que la tendance principale, c'est que l'entrepreneuriat n'a jamais été autant à la mode en France. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça fait plusieurs années que ça dure. Moi, j'ai fait des études dans un pays qui n'était pas entrepreneurial du tout. Des promos d'école de commerce où il y avait en gros 3 entrepreneurs par promo si tout allait bien. Et aujourd'hui, la voie royale n'est plus forcément la finance, le marketing ou autre chose. C'est clairement, en fait, en tout cas, c'est pas forcément la voie royale d'ailleurs, c'est la voie royale du plaisir, peut-être, qui est dans l'entrepreneuriat. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, on n'a jamais créé autant d'entreprises en France. Tout a été fait pour en faciliter la création, ça devient très facile. Franchement, c'est honnêtement extrêmement facile de créer une entreprise, extrêmement compliqué de la faire réussir, grandir, développer, etc. Mais c'est ça qui en fait aussi le charme. En revanche, c'est vrai que très clairement, la tendance, elle est que les gens n'ont plus peur d'entreprendre. La tendance, elle est que tout le monde a peur globalement de l'avenir. Et je dirais presque que les salariés ont presque plus peur de l'avenir que les entrepreneurs. Moi, il y a longtemps que j'ai compris qu'au fond, un salarié était quand même toujours prisonnier de la décision des autres. C'est lui, il apprend par la radio que son entreprise va mal, que peut-être qu'il y aura un plan de licenciement, etc. L'entrepreneur, finalement, il est dégagé de tout ça, il n'a pas de plan de carrière, parce que par définition, s'il crée une entreprise, c'est qu'il pense qu'il va mourir avec son entreprise, sinon il ne le ferait pas. Enfin, il sait très bien qu'il faut réussir, il n'y a pas de retour en arrière possible quand on entreprend. Et donc, globalement, j'ai toujours été frappé par le fait que, au fond, les entrepreneurs sont moins stressés sur le long terme que les salariés, parce qu'ils maîtrisent leur vie, en fait. Donc, la vraie tendance, c'est que les gens commencent à le reconnaître. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui déclarent vouloir créer des entreprises. En même temps, on sait que les Français sont assez velléitaires, donc c'est pas pour autant qu'ils entreprennent autant qu'ils le disent. Mais globalement, je crois que c'est ça la tendance fondamentale, c'est qu'il y a une vraie envie d'entreprendre, que les jeunes qui le font, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que ma conviction c'est qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais que les jeunes qui le font, que les gens qui le font de plus en plus avec une vision mondiale. C'est intéressant, j'anime depuis 11 ans sur BFM une émission consacrée aux entrepreneurs. Et on a une chronique qui s'appelle la Niaque de la semaine, où on reçoit des jeunes entrepreneurs. J'en vois plus un seul qui ait une vision franco-française de son business. Donc ils le font en général en s'appuyant sur les nouvelles technologies pour réinventer des business models. Donc la vraie tendance au fond, c'est qu'aujourd'hui, avec de l'envie, beaucoup d'énergie et un peu d'argent, pour beaucoup, on peut faire des trucs formidables et que de plus en plus de gens en ont envie. Donc c'est peut-être ça la vraie tendance de fond actuellement en France, qui est une belle tendance. Et vous parliez tout à l'heure que dans les années 90, vous faisiez partie des premiers à vous lancer par rapport à votre promo. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie d'entreprendre ? Moi, c'est un accident heureux, sympa, double accident. Enfin, non, le premier, c'est un accident, pas un accident, mais un accident au sens de l'hasard de la vie, en fait. En fait, j'ai fait l'ESSEC, 2 ans aux États-Unis en coopération, qui ont changé fondamentalement ma façon de voir les choses, parce que vous le savez bien, pour aller régulièrement vous réoxygéner au Canada et dans des pays où il fait bon sourire et travailler, c'est vrai que de s'extirper un peu de la morosité française et d'aller voir un peu des pays, j'allais dire presque normaux, c'est-à-dire des gens qui se lèvent le matin avec envie d'y aller, etc. Ça fait quand même beaucoup de bien, et quand on passe 2 ans, comme c'était mon cas aux États-Unis, on ne revient pas totalement indemne. C'est-à-dire que je suis clairement rentré avec une vision un petit peu différente des choses. C'était les années 80, donc c'était le Moyen-Âge. Mais en tout cas, j'ai d'abord pris un job de salarié dans un groupe de presse qui s'appelait L'Expansion. Et il se trouve que j'écrivais la nuit et les week-ends un bouquin qui a été un succès extraordinaire qui s'appelle Service Country, qui s'est vendu à 500 000 exemplaires, ce qui est assez rare, et qui a fait que ce succès m'a porté vers à la fois une activité de conférencier d'abord, de création d'une entreprise d'abord dans le conseil et l'information, et puis deuxième entreprise qui était finalement la plus belle entreprise, parce que difficile aventure mais absolument passionnante, qui était la création de Columbus Café, une chaîne de café, qui a été à la fois extraordinairement excitante, passionnante, déroutante, difficile, et qui s'est terminée pour moi il y a une dizaine d'années avec une 40aine de points de vente. Finalement, ça a été une espèce d'enchaînement logique, l'opportunité d'un bouquin, de se dire c'est dommage de ne pas en profiter, une création relativement facile. La première, c'était assez facile, honnêtement, les gens m'appelaient, etc. Donc c'était assez fastoche. La deuxième était un peu plus compliquée, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça, le hasard de la vie. Et puis au fond, je veux dire un truc sincèrement, c'est que je m'aperçois que les 2 choses où je m'éclatais à l'ESSEC, qui était la junior entreprise de l'ESSEC dont j'étais président
qui était quand même en soi déjà une activité entrepreneuriale. Et puis les Mardis de l'ESSEC, qui était en fait une association qui gérait des débats, des invités autour de thématiques. Et bien finalement, c'est ce qui a fait ma vie. C'est-à-dire que je passe ma vie sur scène à faire le mariole, en racontant des choses en termes de faire des conférences, d'écrire des bouquins, c'est plutôt les Mardis de l'ESSEC. Et puis je passe ma vie à entreprendre aussi, donc c'est plutôt la junior. Donc finalement, l'ESSEC m'a apporté un état d'esprit et puis l'envie de faire ces deux choses-là. Donc c'était juste le hasard sympa de la vie, quoi. Mais vous êtes parti déjà à la base d'une idée, donc est-ce que... Non, à la base laquelle? Quand vous avez voulu Première, c'était juste d'exploiter un truc qui était surprenant et qui marchait formidablement bien. La deuxième, c'était une volonté de me réinventer. D'accord. De me dire ça va bien, mais ma conviction, c'est que ça a toujours été que c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Donc je m'étais dit, ça va bien, mais ça va peut-être pas durer, et on va peut-être mieux réinventer la suite aujourd'hui. Et après, j'ai cherché une idée, et là je suis tombé sur Starbucks aux États-Unis, qui a donné Columbus après. D'accord. Et selon vous, quels ont été les 3 facteurs clés de la réussite de votre entreprise? La première, on ne va pas en parler parce que finalement, elle n'était pas très entrepreneuriale. Enfin, si on est sur un blog d'entrepreneurs pour des entrepreneurs, j'entends par là que c'était facile. Ouais. Je ne me suis pas endetté, je n'ai pas mis ma maison en caution, je n'ai pas d'emmerdement majeur. C'est pas ça la vraie vie de l'entrepreneur. Je ne dis pas qu'on en bave forcément, mais je dirais que s'il n'y a pas des ingrédients un peu de risque, malgré tout, il y a des activités plus ou moins entrepreneuriales. J'ai beaucoup de respect pour les consultants, mais ce n'est pas un métier très entrepreneurial. Le deuxième, c'était un vrai truc d'entrepreneur. Vous parlez de succès, au début c'était un échec. C'est-à-dire que les 2 premiers cafés, on s'est planté misérablement. Ça a failli d'ailleurs nous couler à tout point de vue, personnellement, professionnellement. Donc après, ça a fonctionné. Il se trouve que effectivement, j'ai malheureusement pas souhaité sortir de l'entreprise il y a 10 ans, parce qu'en fait, on perdait encore un peu d'argent, on avait une quarantaine de points de vente, 250 salariés. Mais malheureusement, quand on se dilue vite pour grandir, vous savez comme moi qu'il y a une informatique de financement de l'entreprise qui est capitalistiquement intensive, donc il faut trouver de l'argent chez les autres, on se dilue, on prend un risque. J'ai pris un risque et malheureusement, j'ai dû quitter l'entreprise au bout de 10 ans et aujourd'hui j'en reste actionnaire, mais je m'en occupe plus et ça reste une très belle entreprise. Je dirais que si je viens maintenant sur le succès du rebond, parce qu'au début ça a échoué, donc qu'est-ce qui a marché? La conviction que le projet était bon sur le long terme, c'est-à-dire qu'on était très en avance. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que le timing, on le sait, est un élément clé du succès. J'ai l'habitude de dire qu'une bonne idée trop tôt n'est pas une bonne idée, je crois que c'est vrai dans tous les domaines. Soit vous êtes un peu trop innovant, malheureusement vous vous épuisez à démontrer que vous avez raison et il faut beaucoup d'argent pour ça. Souvent vous ouvrez la route à des gens qui vont en profiter mais pas vous. Donc le timing est important. Je sentais bien que l'idée était bonne mais qu'on était un petit peu en avance. Donc ça c'est quand même un sujet qui aurait pu être un échec, mais au fond, d'avoir été tenace dans l'adversité et de croire au rêve, qui était un grand rêve, qui est d'ailleurs une des deuxièmes qualités du succès, c'est que ma conviction a toujours été que, et vous le savez aussi bien que moi d'ailleurs, si on n'a pas un grand rêve, on s'arrête aux premières difficultés, aux premiers obstacles. Et si le rêve est tellement excitant qu'on se dit, ok c'est dur, on va en chier, etc., mais c'est pas très grave parce qu'à la fin on va y arriver. Donc la ténacité associée à un grand rêve, beaucoup de boulot, il faut quand même le dire. On est dans un pays qui ne fout rien, nous on bosse 70 heures par semaine, enfin il faut quand même juste avoir, et on est en pleine forme. Et on est en pleine forme, pourquoi? Non pas parce qu'on est des surhommes ou qu'on fait plus de sport que les autres, enfin, moi je ne fais pas assez de toute façon, mais simplement parce qu'on est passionné par notre truc. Enfin, là aussi j'ai quelques habitudes, mais j'ai peut-être un petit peu des obsessions même, c'est que je suis convaincu que la passion n'a jamais fatigué personne. Et que l'ennui use n'importe qui. Moi, je suis fasciné de voir des salariés qui sont crevés en 35 heures, et vous et moi, on peut passer 80 heures sans ressentir la moindre fatigue. Il n'y a pas de miracle, c'est juste qu'on adore ce qu'on fait. Donc, d'aimer ce qu'on fait, d'être bosseur, d'être tenace, de croire à son rêve, de penser grand, de ne pas écouter les oiseaux de malheur, mais ça c'est au début, il ne faut jamais écouter les gens qui vous expliquent pourquoi ça ne marchera jamais, d'avoir du courage, quand même, il en faut quand même pour affronter les difficultés, de l'honnêteté. C'est-à-dire quand on est dans la merde, il faut affronter la merde. Il faut dire aux gens, écoutez, je vous dis honnêtement, ça ne va pas bien, mais vous savez, là aussi, quand on doit tous les jours payer des salariés, des banquiers, rembourser un prêt, payer les fournisseurs, on ne peut pas bidouiller. Enfin, il faut affronter les difficultés une par une. Et les gens vous font confiance, contrairement à ce qu'on dit habituellement. C'est pas vrai. Quand on est fer, les gens sont fer, en fait. Donc, voilà quelques qualités en vrac. Je ne vais pas répondre à toutes les questions en même temps, mais voilà, à mon avis, quelques qualités qui ont fait... L'idée était bonne, mais un peu en avance, donc il a fallu qu'on prenne le temps. D'être tenace, de démontrer que le business model pouvait marcher, ça a fonctionné. De faire partager les gens un projet, enfin, c'est peut-être ça le truc le plus important au fond, parce que si j'avais été seul, on aurait échoué. Mais le fait que nos baristas, c'est-à-dire nos équipiers, puisqu'on appelle ça un barista dans le monde du café, aient cru au rêve avec nous, ça a fait sauter tous les obstacles. C'est même eux qui nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Donc quand on a ça, on a le début de quelque chose. Quand on a une première difficulté, nos équipes voyaient bien qu'on était dans une merde absolue. Et ils me disaient, mais écoute, tu peux pas abandonner, c'est trop beau ce projet.
Donc comme vous avez des gens qui croient à votre rêve autant que vous êtes sauvés. Mais ça s'invente pas, ça se crée. Ouais, ça passe par un management un peu atypique aussi, qui fait confiance aux gens notamment. Justement, par rapport au fait d'entreprendre, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui pensent que c'est inné ou ça s'apprend? Non, c'est pas inné, je pense pas. Ouais. Écoutez, moi j'ai passé 18 ans de ma vie chez mes parents, un père qui était non pas entrepreneur, mais entrepreneur quand même, dans le sens qu'il avait repris l'entreprise de son père sans le vouloir. C'est à cette époque on faisait ce que les parents nous disaient de faire. C'est terrible quand on y réfléchit. Donc il a fait toute sa vie un truc qu'il a détesté, avec une entreprise en plus qui allait de moins en moins bien. Et j'ai entendu toute ma vie ma mère dire ne crée jamais d'entreprise. C'est une catastrophe, sois salarié, tranquillou, etc. J'ai fait exactement l'inverse. Donc, inné, pas inné, j'en sais rien. En tout cas, a priori, là-dessus, je n'ai pas écouté grand monde. Non, je crois qu'en fait, moi, je ne crois pas aux gens qui disent je veux entreprendre, il faut que j'entreprenne. Je crois qu'à un moment, il y a une espèce de magie qui se fait entre le rejet de quelque chose. C'est toujours le rejet de quelque chose d'entreprendre, finalement. C'est de se dire, c'est soit. Alors, c'est plusieurs choses, à mon avis. C'est soit. On a l'idée d'incroyable, d'un truc qui nous manque, c'est souvent ça. Moi j'avais envie que Starbucks, je découvre Starbucks aux États-Unis en 93, ça n'existe pas en France, je me dis j'ai envie d'avoir ça en France, je l'ai créé. Le nombre de gens que je reçois dans mon émission sur BFM qui m'expliquent qu'ils ont fait un truc qui leur manquait, c'est comme ça qu'ils ont créé un nouveau concept, c'est assez fréquent. Donc soit on crée par une envie, un truc qui naît tout d'un coup, on se dit c'est évident, il faut y aller. Soit on crée par le rejet de quelque chose. Moi j'avoue que autant j'étais très heureux à l'expansion, mais j'avais passé 3 mois dans mon stage de l'ESSEC chez Danone à l'époque, qui s'appelait Danone, dans le marketing, mais je me suis fait chier dans ce job. Ils passaient leur vie en réunion avec des PowerPoint, enfin, c'était insupportable, etc. La réunionité aiguë. Non mais c'était insupportable. Et en fait, moi c'est vraiment par rejet d'abord du monde normé, où tout est cadré, où chacun réfléchit à son plan de carrière, mais est insupportable. Et puis surtout, je veux dire un truc, c'est que l'entrepreneur aussi, il ne supporte pas de dépendre de qui que ce soit. Moi, vous me foutez dans un bus, je deviens hystérique parce que je dépends des autres dans le bus, c'est terrifiant. Et donc en fait, c'est un vrai sujet, hein. C'est un problème parce que j'ai une impatience absolue, mais on ne supporte pas de dépendre des autres en fait. Et c'est un peu la force et la faiblesse du système. C'est-à-dire que ça a la force parce que du coup ça nous donne une force absolument considérable, et la faiblesse parce qu'on est très très malheureux quand on a des contraintes. Et on veut avoir du pouvoir sur notre vie, on ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Ça s'appelle de l'indépendance ou de la liberté, j'en sais rien. Mais elle est géniale, elle a ses contraintes, parce que du coup on est un peu tout seul quand on est dans la merde aussi. Mais en attendant, c'est ça. Pour moi, l'attraction principale, c'est la soif absolue de liberté et d'aimer ne devoir de personne, ni de rien. C'est compliqué, mais je crois que c'est pour moi une alchimie importante. Vous avez souligné quelque chose qui est relativement important pour moi. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi, selon vous, il y a autant de salariés qui végètent dans un poste qui leur plaît pas plus que ça et qui ont, par exemple, moi ça a été mon cas, hein, toutes les normes, je les rejetais un petit peu, c'est pour ça que je n'entrais pas dans le moule de mon entreprise. Mais il y a des salariés qui ont l'âme d'entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs mais qui ne le savent pas. Ou qui exercent une activité, moi j'appelle d'intrapreneur aussi. Il y en a aussi qui ont une attitude entrepreneuriale dans le job, mais ils sont très rares. Vous avez raison. Donc vous me demandez pourquoi il y en a qui supportent un job qu'ils n'aiment pas? Pourquoi Pourquoi il y en a autant et, attendez, mais vous le savez, puisqu'on en a parlé hors antenne, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». Cette phrase est insupportable. Elle fait aujourd'hui le quotidien de 66 millions de Français qui, au lieu de se dire bonne journée, se souhaitent bon courage chaque matin dans l'ascenseur, dans le métro, au café. Là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même une majorité de Français, c'est quand même assez grave quand on réfléchit à ce qui paraît anodin que cette phrase-là, de se dire qu'au lieu de se dire bonne journée, vas-y, enjoy, amuse-toi, on a, pas une majorité heureusement, mais pas mal de millions de Français sur ceux qui bossent, qui vont entrer dans la savate, la peur au ventre, en détestant leur entreprise, leur patron, leurs clients, et qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois une peur énorme de s'assumer, une peur énorme de se dire qu'il y a un tel chômage en France, que jamais ils ne retrouveront de boulot, etc. Et c'est un sujet mais de société aujourd'hui. Parce que si la France manque d'enthousiasme, si on l'a dit aussi déprimée, qu'elle est... J'en suis même pas certain, c'est toujours cette espèce de truc un peu bizarre où on dit que le Français est extrêmement positif sur sa situation et son avenir personnel, mais extrêmement négatif sur son avenir en commun, son avenir collectif. Ce qui est juste d'ailleurs le signe d'un manque absolu de confiance des Français les uns envers les autres. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs voisins, dans leurs patrons, dans certains membres de leur famille, à la limite, que les gens sont aussi déprimés. Quand il y a de la confiance, il n'y a pas de déprime. Donc on a un énorme sujet de confiance en France, mais on a effectivement un sujet énorme de gens qui n'aiment plus leur boulot et que la peur du chômage et l'incapacité à prendre des risques aujourd'hui, alors il y a d'autres sujets comme le principe de précaution qui reviennent beaucoup en ce moment, qui sont des sujets énormes. Je ne les explique pas, je trouve que c'est éminemment dommage parce que je trouve que c'est quand même terrifiant de se dire... Vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille très proche de moi,
qui est actuellement en plein burn-out. Je crois que vous connaissez le concept. Quand son téléphone s'affiche, je me dis merde, elle m'appelle. C'est quand même dramatique. C'est-à-dire quelqu'un que j'aime, mais je me dis si je la prends, elle va me déprimer pendant toute la soirée. Et si je la prends pas, je suis un salaud, donc je finis par la prendre. Mais c'est quand même terrible de se dire qu'il y a des gens en France dont on n'a pas envie de prendre le téléphone quand il sonne. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit effectivement tous peut-être plus solidaires des gens qui vont mal, et qu'on leur explique que la vie, c'est quand même... On ne peut pas continuer en France à détester la vie qu'on mène chaque matin. Enfin, c'est pas possible. Il faut se dire qu'elle est courte quand même, cette vie. Et qu'on peut en vivre 1000 en même temps. Donc on a un sujet là-dessus et on n'est malheureusement pas là-dessus traîné ou tiré par des gens, je pense notamment au pouvoir politique, qui nous illuminent là-dessus. Donc on va se démerder sans eux. Vous pensez qu'ils entretiennent un petit peu cette morosité ambiante qui est en France ? Ils l'adorent. C'est quoi leur but alors ? C'est pas d'être réélu parce que les Français n'ont confiance que dans un État extrêmement protecteur et plus la situation va mal, plus on veut être protégé par l'État. Donc ça entretient un système qui assiste tout le monde, un système qui prend... Vous savez, moi j'ai une conviction, je l'ai répété 1000 fois, j'adore cette phrase, elle figure je crois dans 2 de mes bouquins, c'est entreprendre, aguerri, surprotéger, affaibli. Moi je suis aujourd'hui convaincu que la France a perdu ses défenses immunitaires. Enfin, à force de vouloir protéger tout le monde de tout type de risque, finalement on ne protège plus personne, et notamment ni les plus faibles ni les plus forts, et tout le monde pète de trouille. Ça ne sert strictement à rien. On est dans l'impasse absolue là-dessus. Il faut qu'on arrête de dire aux gens on s'occupe de vous pour tout et n'importe quoi, s'occuper des vrais gens qui en ont besoin. Il y a vraiment une France qui est vraiment dans la douleur, dans l'exclusion, et celle-là il faut absolument s'en occuper, et les autres il faut laisser se démerder, retourner bosser. Vous savez, les Américains, on les aime, on les aime pas, enfin ils ont une résilience qui est absolument phénoménale. Enfin, ils se redressent plus vite que nous de chacune des crises qu'ils vivent, et ils se lèvent le matin en disant pourvu qu'il m'arrive quelque chose. Nous on se lève le matin en disant pourvu qu'il ne m'arrive rien, donc forcément il ne m'arrive pas grand-chose. La première fois que je me suis mis à penser comme ça, c'était au Canada justement. Ouais. Je me suis demandé un matin en me levant, qu'est-ce qui va m'arriver de bon ? Et je me suis surpris de penser comme ça, parce que c'était la première fois que ça m'était arrivé. La vie redevient belle. Ouais, et en France on dit quelle est la saloperie qui va tomber sur la gueule aujourd'hui, donc c'est quand même pas le même principe. Ouais. C'est-à-dire que le travail, ça vient du mot latin tripalium, qui était un instrument de torture. Faut pas l'oublier. Donc forcément, ça laisse des traces. Ouais, c'est sûr. Mais vous pensez qu'on passe trop de temps à tergiverser ? Qu'on est trop dans l'intellectualisation ? Qu'on n'est pas assez dans l'action ? Oui, d'une façon générale. D'une façon générale, la France est dans une passe qui n'est pas la bonne. Enfin, je dirais de se poser de mauvaises questions. Et si j'ai écrit ce bouquin, c'est qu'en fait, dans le bouquin, il y a plein de thématiques qui sont ensuite reproduits dans notre discours. Regardez, prenez par exemple l'expression anglaise take a chance. En français, c'est prendre un risque. Donc si vous réfléchissez au switch de mentalité que ça représente, dans un cas on prend un risque, c'est difficile, il y a du risque, il y a peut-être un enjeu négatif. Take a chance, c'est que je saisis ma chance, c'est complètement une autre attitude. Quand on dit aux enfants le matin à l'école, travaille bien, je préfère entendre enjoy, quoi. Enfin, on a vraiment une mentalité aujourd'hui où tout nous pousse à l'esprit négatif, là où on n'a aucune raison d'être négatif. Enfin, la France est un pays extraordinaire et qui regorge de talents. Moi, je suis fasciné de voir que le monde entier nous achète nos talents de programmeurs, d'informaticiens, de cuisiniers, d'artistes, etc. Il faut qu'on le comprenne quand même. Enfin, je ne le comprends pas. J'ai un mystère, moi, que je n'éclaircis pas sur les Français. Et je pense qu'on va évidemment s'en sortir, parce que la France, on est toujours sorti. Elle reste un immense et grand pays, mais il faut quand même qu'on comprenne que le monde a bougé et que c'est plus le même environnement, quoi. Donc j'explique pas, j'ai pas la réponse et j'essaie de lutter à mon petit niveau avec mes petites contributions littéraires et d'autres, mais on a un sujet là-dessus et on peut aller tellement plus loin, c'est quand même tellement dommage. Oui, c'est sûr. Mais je reviens sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Vous pensez que c'est vraiment très important pour l'entrepreneur, pour un entrepreneur qui débute, de bien savoir s'entourer ? Évidemment. D'abord, l'entrepreneur, il va devoir tout faire. Tout faire, tous les métiers, les plus nobles au plus, il n'y a pas de métier pas noble, mais il va faire le coursier, il va tout faire, l'entrepreneur qui démarre. Il va être un peu solitaire, et je crois qu'on est toujours solitaire même quand on est deux. Enfin, je crois que la solitude, c'est un vrai sujet pour l'entrepreneur. C'est aussi pour ça que je crois qu'il faut rencontrer d'autres entrepreneurs. Il y a de plus en plus d'occasions de le faire, donc c'est plutôt très sympa, notamment en France. Il faut se concentrer sur ce que sont ses forces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... Personne ne peut être le champion en tout. On peut être très bon vendeur, on peut être très bon... on n'arrête pas de dire que les Français sont très bons ingénieurs et qu'ils ne savent pas vendre, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. On a des polytechniciens géniaux, mais quand vous accolez un polytechnicien génial à un type qui est un super vendeur, ça crée un déclic phénoménal. Malheureusement, c'est très rare d'avoir tous les talents. Donc à partir de là, il faut reconnaître ses faiblesses, surfer sur ses points forts, et tout le reste, il faut l'acheter.
Il faut trouver le meilleur conseil dans la plupart des domaines. Il faut, vous savez, vous connaissez toutes les statistiques, c'est votre métier d'accompagner des entrepreneurs, j'espère que vous leur dites, à quel point le taux de réussite entre un entrepreneur qui est accompagné, quel que soit l'accompagnement d'ailleurs, par vous, par un réseau d'accompagnement, par le MoveJ, par une chambre de commerce, par qui vous voulez, réseau entreprendre, enfin tout ce qui existe en France. Il n'y a pas un pays au monde où il y a autant de réseaux d'accompagnement des entrepreneurs. Et on sait que ça fait une vraie différence. Donc on voit bien que l'accompagnement, l'entrepreneur n'a jamais raison tout seul. Il peut avoir des génies tout seul, mais il ne peut pas avoir au quotidien raison tout seul. Donc il a intérêt à partager. Moi, je suis assez sceptique sur l'association, parce que j'ai mal vécu une association. Donc je suis assez sceptique sur l'association entre actionnaires et entre entrepreneurs. J'ai jamais vraiment aimé le concept, mais finalement c'est la vie qui m'a amené à m'associer de manière qui a échoué d'ailleurs, de manière très violente, très brutale et très désagréable. Et je crois qu'au fond, il y a un vrai sujet, c'est que l'entrepreneur, il doit quand même... le pouvoir, ça ne se partage pas vraiment, et qu'une entreprise a besoin d'un chef. Donc on est dans cette position un peu bizarre, je reprends votre question un peu en boucle, mais on est dans une espèce de situation un peu bizarre où on a besoin d'un leadership fort, d'un type qui est par définition un peu solitaire, quand il va prendre des décisions, quand il va incarner l'entreprise, etc. Et puis qui doit pour tout le reste être totalement entouré d'abord de ses équipes, qui sont aussi une façon d'être entouré, de conseils, d'amis, d'autres entrepreneurs qui vont le remettre un peu sur pied quand il va aller mal, qui vont dire écoute là tu déconnes complètement, etc. Et en faisant preuve avant tout d'humilité, parce que l'entrepreneur qui est un peu surhomme, comme je dis, il fait un peu tout, il se croit vite un surhomme alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc il faut qu'il arrive à comprendre ses faiblesses. Ouais, je m'en suis rendu compte. Non mais c'est un sujet, hein, c'est un vrai sujet. Tout à fait, Et je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Et pour ça, les potes et les gens qui ont entrepris pas à vos côtés de l'entreprise, mais qui entreprennent eux aussi, sont un vrai réconfort et une vraie occasion de se remettre en cause en fait. Donc oui, il faut vraiment s'entourer. Ouais. Parler, et puis y compris de ses échecs, il n'y a pas d'échec de toute façon. Ouais. L'échec c'est de ne pas rebondir, point. Ça aussi c'est un long débat. Hein. Ouais, c'est un débat français. Ouais. Enfin, Ouais, moi ma conviction c'est que le seul échec c'est de ne pas se relever, quoi. C'est le seul. Ouais. On chute tous, et tant mieux. Et si on ne chute pas, c'est qu'on n'a pas été assez innovant ou assez audacieux ou qu'on n'a pas pris assez de point. Donc on a quand même raté un truc. Donc il faut rater. C'est sûr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je terminerai par une dernière question. Quel est le conseil que vous pourriez donner à des entrepreneurs, des personnes qui n'osent pas vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, ou des personnes qui hésitent encore ou qui ont un petit peu, qui ont peur justement de se lancer, quoi. Alors il y a toujours l'éternel conseil, mais il est tellement vrai, on ne peut pas y échapper. Ne jamais écouter les gens qui vous expliqueront que ça ne marchera jamais, qui est la réaction tellement naturelle, immédiate de gens qui n'ont eux-mêmes pas les couilles d'y aller. Enfin, c'est le seul truc qu'il faut garder. C'est quelqu'un qui vous dit ça, c'est que lui il aurait bien aimé, mais il va essayer de vous démolir parce qu'il fait chier que vous réussissiez. Donc ne pas écouter ça. Ne jamais abandonner. Ça c'est un vrai sujet parce qu'il y a forcément des moments où il faut se dire bon ok, j'ai joué, j'ai perdu. Mais c'est en général beaucoup plus loin que le moment où la plupart des gens décident d'arrêter. C'est-à-dire que, et je reviens sur l'histoire de la beauté du rêve. C'est-à-dire que quand on dit think big, quand on dit que le grand rêve dépasse tous les obstacles, c'est absolument définitif et vrai et fondamental dans une aventure d'entrepreneur. Moi, je vous le garantis, quand j'ai écrit Columbus Café, je savais qu'on allait devenir la première chaîne française d'espresso bar. Ce qu'on est devenu d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 100 magasins, c'est la première chaîne française d'espresso bar. Et ça a mis 10 ans, 20 ans, ok. Mais en tout cas, c'est cette conviction absolue qu'on allait faire ça qui faisait qu'à chaque obstacle, je me disais ok, j'ai tout le monde contre moi, mes banquiers, mes parents, ma femme, machin, mais je m'en fous parce que j'y crois. Eh bien, on trouvait chaque fois les solutions. On avait chaque fois la capacité à penser autrement, à contourner l'obstacle, à voir le sujet différemment et à trouver une formule, etc. Donc, finalement, et j'aurais eu 1000 occasions d'abandonner, mais ça aurait permis à 1000 jobs de ne pas se créer en France et ça aurait été très con. Donc aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est à la fois la ténacité absolue, ne pas écouter les gens, penser très grand. Et finalement, les occasions où on a absolument zéro issue sont rarissimes. Sauf à ce qu'on n'ait pas trouvé à chaque étape les solutions. Et après, les problèmes paraissent tellement rien. Ça, quand on se posait, finalement, c'était rien à l'époque. Tu te rappelles la première crise il y a 10 ans? Ouais, attends, ça nous a rendu malades, on n'en dormait plus. C'était un épiphénomène. Après, il y a plus l'entreprise est grande, plus il y a de grandes crises. Mais c'est ça qui est sympa. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin en disant chic, j'ai encore envie de me taper quelque chose de dur. Et qu'on ne va pas se dire, bon, ça, je suis en train de roupiller, de m'endormir. Vous savez, c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Et le succès est une invitation à s'endormir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Jordan. Et n'hésitez pas à entreprendre tous autant que vous êtes et qui nous écoutez. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. À bientôt.